Vous savez ce que vous cherchez? Pas toujours. Alors pas toujours. Non, et heureusement, sinon on s'ennuie vite. Ces deux-là doivent avoir des atomes crochus. Thierry Marx, le chef étoilé, et Raphaël Aumont, physicien chimiste. Grâce à eux, dans ce laboratoire universitaire, la cuisine rencontre la science. Je trouve que dans la betterave, l'arôme de terre est intéressant. Ce légume mal aimé, mais plein de vertus, a besoin d'un coup de jeûne. C'est la concentration qui est vraiment optimale là. Et comme tu dis, c'est déjà texturé. Ouais. Déjà sur un crémeux, et sans rien, sans additifs, sans rien du tout. Bec d'oiseau. C'est comme ça qu'on voit qu'une meringue est réussie, c'est si elle fait le bec d'oiseau. C'est vrai, hein, c'est comme ça, le bec d'oiseau. Pas possible, c'est d'avoir un... Ils ont vécu les trucs là. Et par la magie de l'azote liquide, la vieille betterave devient irrésistible. Bah, on obtient une meringue sans blanc d'œuf. C'est quand même déjà un vrai petit défi. On va d'abord concentrer les couleurs, concentrer les saveurs et aussi concentrer et extraire les pectines naturellement présentes dans le fruit ou dans le légume. Et donc là, on arrive à faire mousser des légumes. Bah, il n'y a plus besoin de blanc d'œuf, il n'y a pas besoin de siphon, il n'y a pas besoin de... Voilà. On simplifie les choses parce qu'on comprend mieux les choses. Cette meringue sans œufs symbolise les convictions des deux chercheurs. Demain, il faudra manger autrement. Ils souhaitent aussi produire moins de déchets. Ces petites billes rouges sont des capsules d'algues capables d'emprisonner un liquide. En les faisant grossir, Raphaël a inventé la canette du futur. Et on arrive aujourd'hui sur 12 centilitres d'eau qui sont encapsulés. Alors là, on y a mis quelques zestes d'orange pour les aromatiser, mais ils sont encapsulés dans une peau qui est complètement biodégradable. C'est vraiment un bioplastique, mais dans le sens noble du terme. Et je perce, je bois. Et là, on est sur la canette de demain. Zéro déchet, tout à base d'algues. Leurs innovations ont même voyagé dans l'espace. Thierry Marx et son labo ont imaginé une partie des repas de Thomas Pesquet. Comme le cuisinier, l'astronaute s'alarme de l'état de notre planète, qui comptera 9,7 milliards d'humains en 2050. C'est une vue magique, comme vous en doutez, dont on ne se lasse pas. Mais c'est une vue aussi qui nous fait réaliser à quel point la planète est fragile, à quel point il faut la protéger. On voit les conséquences, malheureusement parfois néfastes, de l'activité humaine sur la planète. Il faut agir maintenant et pas attendre demain. Retour sur la planète Terre. Où le combat de Thierry Marx commence dès 7 h du matin. Il y a des gens qui se battent aujourd'hui pour manger et d'autres qui se battent pour moins manger. Donc il faut trouver un équilibre. Je tends le bras, le jab au corps. C'est-à-dire qu'il y a une réflexion à avoir sur quelle gastronomie, quelle cuisine pour 2050. Si on ne prend pas conscience de ça aujourd'hui et qu'on ne modifie pas notre mode de consommation, ça peut être compliqué. Boxe, judo, kendo. Le cuisinier a besoin de se défouler avant d'affronter sa journée de travail. C'est un compétiteur. On s'attend pas à ça quand on connaît le personnage public. Très posé, très calme. Mais c'est vrai qu'il lâche pas. Je l'ai vu face à des montagnes, aller au charbon et prendre.
mais il est dur au mal. Et vous êtes jamais arrivé en cuisine avec un œil au beurre noir? Si, l'œil, l'épaule, avec le judo, le nez, un œil fermé, oui, ça arrive. Ça fait sourire discrètement dans votre dos. On dit tiens, le vieux, il a pris un peu là ce matin. Mais non, c'est toujours, encore une fois, bienveillant. Le sport, c'est le même axe que la cuisine. Plaisir, bien-être, santé. Une discipline, un cadre que cet enfant des quartiers populaires n'a pas trouvé à l'école. Il décroche à 13 ans avant de rejoindre les compagnons du devoir, puis l'armée. À 25 ans, finalement, il passe son bac. Mais en tout cas, c'est toujours le sport qui a été le moteur. Et encore aujourd'hui, à 59 balais, je ne veux pas dire 60, ça fait trop. C'est qui n'ose pas dire 60. Mais voilà, c'est ce qui nous maintient en forme. Et surtout, c'est ce qui nous maintient dans la positive attitude. Parce que le matin, tu le veuilles ou non, tu arrives, tu as la tronche enfarinée, tu n'as pas envie. Mais une fois que tu as fait ta séance, tu as redéfini qui tu étais et ce que tu voulais faire de ta vie. Hop. Allez, je vous laisse. Dans la vie, Thierry Marx est un boulimique, insatiable homme d'affaires. 2 étoiles au Michelin, 12 restaurants, 7 boulangeries, des écoles de cuisine. Mais selon lui, business peut rimer avec écologie. Alors ça passe 4 couverts, 3 menus 4 avec un menu 5, 4 avec 3 foie gras avec un risotto, ensuite 4 canettes et pour finir un bœuf. Oui, chef. Bonjour chef. Ça va grande. Ça va. Ici, Thierry Marx met en scène le fruit de ses recherches en laboratoire. Très bien. Et tu sers chaud ou froid du coup? C'est froid, d'accord. Et le chimiste Raphaël Aumont ramène sa science au fourneau. Dans ces parties blanches, qu'est-ce que vous en faites, vous, d'habitude, de ces parties blanches? Vous avez des idées de... Souvent, c'est jeté, voilà. Ça contient 5 fois plus de pectine que la pomme. Et vous allez voir. Vous voyez, ça vous fait une texture de gel, une marmelade, 0 déchet et 0 sucre. La confiture d'orange sera bientôt au menu. Mais pour la betterave, c'est le grand jour. Elle sort du labo après 2 jours de séchage. Et la voici transformée en meringue, sans œufs ni sucre. Franchement, il faut goûter et vous allez voir, ça fond, c'est extrêmement léger. C'est beaucoup plus léger qu'avec du blanc d'œuf et ça a vraiment goût de meringue, de betterave. C'est ça qui est intéressant. 100% goût de betterave. Faut tester. Ah bon. C'est évanescent, c'est-à-dire c'est même pas... ça se délite complètement en bouche et très vite ça remonte, les arômes remontent dans le nez. C'est ça qui est intéressant, j'ai l'impression d'avoir de la betterave au fond de la gorge mais qui remonte dans le nez parce que ce sont des arômes les plus volatiles. Et j'ai l'impression d'avoir quasiment rien avalé. Donc il se passe vraiment quelque chose de nouveau. Avec cette étrange guimauve violette, le chef a imaginé une mise en bouche monochrome. Là, on a une encapsulation chou rouge betterave avec une algue marine. C'est une enveloppe qui se crée totalement naturelle, qui fond à la température de la bouche. Et le travail que nous faisons avec Raphaël, c'est de pouvoir créer de nouvelles textures, ces jeux de texture et de température, qui vont donner de la mémoire à de l'éphémère finalement. La cuisine, c'est donner de la mémoire à de l'éphémère. Il faut partir s'il vous plaît avec les 3 foie gras et le risotto parce que là... Oui, s'il vous plaît, là, ça attend. Micro-pousse de navet, chlorophylle d'épinard, dentelle d'encre de sèche. On y va en Saint-Pierre avec une canette. Service. Avec ses trouvailles de laboratoire, Marx bouscule les réflexes de ses cuisiniers. Quand je dis à mon équipe ou à mes équipes, on va faire des soufflés, ils sont sur un schéma du XVIIe siècle.
du 18e, pardon. Beauvilliers. Beauvilliers, l'histoire du soufflé de Beauvilliers. Mais si je suis végane, est-ce qu'il y a une population aujourd'hui dans nos restaurants qui est végane? Est-ce qu'on leur refuse le soufflé ou on essaye de trouver? Donc on retrouve que dans les jus de légumes, dans les pectines de fruits, on trouve des tensions actives qu'on est capable d'émulsionner, de cuire et d'avoir un soufflé totalement végane. Donc ce qui nous permet aussi de réfléchir à amoindrir notre production de poules et d'œufs. Thierry Marx picore tout le temps. Ah ben bien sûr, oui. Et il ne mange plus de viande. Ses restaurants sont désormais flexitariens, 80% végétal, 20% protéines animales. On y va à la 3 de là. On y va une canette. La preuve dans cette assiette. Là, on a une coquille Saint-Jacques, 80-20. Vraiment, on a une concentration de l'eau de céleri par prélèvement. Et puis la coquille Saint-Jacques de la baie de Seine qui va venir juste dessus. C'est quelle table? Pour sa révolution verte, le chef s'est tourné vers la mer et ses multiples ressources. Hein, tu vois la côte d'Émeraude, t'as vu la couleur de l'eau? Sympa, hein? C'est pas la côte d'Azur. On est au grand air, il n'y a personne. On est sur notre bateau, on est là, on fait ce qu'on a à faire, on est content quoi. On est bien. C'est notre jardin. Libre. Détaché de tout. Non mais c'est sérieux, mais bon, on a toujours aussi une petite appréhension parce qu'on sait jamais trop ce qu'on va trouver. Depuis 20 ans, Magali et Jean-François cultivent des algues en Bretagne, dans l'estuaire de la Rance. Ça fait pas un peu cerf-volant? À une encablure de Saint-Malo. Jean-François, fais pas comme si tu sortais de prison. Ça va. Je sens confusément qu'on se moque de moi. Leur jardin maritime de 12 hectares est une piscine grandeur nature, dont les algues dessinent les couloirs. Tac, tac, tac. Ouais, sur la 3. Ah oui, pourquoi je suis passé là? Je vais me retourner. Ouais. On va aller mesurer un peu, voir un petit peu où la croissance en est. Ça nous permet de déterminer une date de récolte, début de campagne. Donc si on regarde de plus près donc, cette culture, on a du wakame, donc c'est une algue brune de la famille des laminaires. Donc ces algues-là ont été mises en mer autour du 15 octobre. Oh, il faut 5 à 6 mois avant qu'elles soient récoltables. Attends, j'ai pas lâché. Pour pousser, elles n'ont besoin que d'eau et de lumière, aucun engrais. Dans cet espace peu pollué, la production est entièrement bio. La Bretagne est aujourd'hui le plus vaste champ d'algues en Europe. Dans les algues, on trouve tout ce qu'il faut. Les protéines, c'est l'équivalent du jaune d'œuf en richesse, donc ça c'est important. Et il y a beaucoup de sels minéraux, ça c'est bien. Très peu de lipides, pas de matière grasse. Ouais, pourquoi est-ce que tout le monde ne mange pas des algues alors? Mais tout le monde commence à manger des algues. Et c'est que le début? C'est que le début, mais ça avance bien. Ça dépend pour qui en fait, c'est que le début, ça dépend pour qui. Ouais, enfin, pour nous, c'est pas pour le les début, Européens peut-être, pas pour les Asiatiques quand même. Ouais. Il faut savoir que les algues, ça produit à 60 à 70% de l'oxygène de la planète, est assuré par les algues. Donc s'il n'y a plus d'algues, je vous laisse voir la quantité d'oxygène qui va nous rester. Voilà une plante adulte. Bah, les algues, c'est la vie. Les algues, c'est des zones de frayère. Les animaux viennent pêcher, viennent se reproduire.
viennent chasser. Le petit crabe que Magali montrait, c'est un tourteau. Il y en a des centaines dans les tout petits. Après, ils grandissent et ils filent et ils vont vivre leur vie. Jean-François est le premier à avoir cultivé des algues en France. Ah, les mouettes! Trop beau, ouais. Eh, là, sérieux. Né à Saint-Malo, soucieux de son alimentation, il se met à manger des algues. Au début des années 80, elles sont encore importées. Alors il se lance dans la culture. Je passais plutôt pour un martien, les algues, bon, c'était même pas pensable. Mais il s'obstine. Il part en Corée du Sud étudier ce super aliment. Puis en Irlande, où il croise une jeune ingénieure, Magali, traumatisée par l'élevage industriel du poisson. J'ai vite compris que c'était pas mon truc. Je veux dire, les granulés, les intrants, ce qu'on appelle les intrants, les traitements. Quand je rentrais à la maison, je toussais. Dans ma voiture, ça puait le granulé. Enfin, je me suis dit, bon, là, il va falloir que je me remette en question. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour que ça colle avec l'idée que je me fais de la vie, quoi, et du futur. Qu'est-ce qui a fait que vous avez adopté et les algues et Jean-François ? Voilà, c'est compliqué comme question. J'en sais rien du tout. Je pensais que tu allais dire c'est parce que je ressemblais à Brad Pitt, mais... Ah, tu ressembles à Brad Pitt? Non, c'est pas trop mon style non plus. Non. Vas-y, pas dire ça. En fait, c'est le travail qui nous a toujours réunis. Je crois que c'est ça. Puis les algues, ça a tout de suite collé, quoi. Parce que c'est une culture propre. Après la récolte, les algues ont séché une petite semaine à l'air libre. Donc, contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser, ce n'est pas du moisi. Donc, la pellicule que l'on voit sont des dépôts de sucre et aussi donc, un léger dépôt de sel, forcément. Donc, voilà. La feuille de ce wakame est destinée à être mangée. Le reste est réduit en poudre pour la cosmétique. Dans les algues, rien ne se perd, tout se transforme et c'est rentable. Quand je me couche le soir, je suis en conformité avec ce que je suis. Je produis moi-même mes semences. Donc, ce sont des algues que j'ai sélectionnées, ce sont des parents que j'ai sélectionnés, que je reproduis. Je fais mes semis, je les transfère en mer. Donc, j'en ai pris soin tout au long de la chaîne. Chaque année, le couple récolte 50 tonnes d'algues de culture et encore autant d'algues sauvages cueillies en bord de mer. La dulce, la laitue et le haricot ou spaghetti de mer. Tout est une question d'idées maintenant, à vous de cuisiner, à vous d'inventer. Ça va le rendre moins sec en fait. Je te mets tes échalotes. 0, donc il faut 20 grammes d'algues. Vas-y. Magali cuisine justement un tartare d'algues avec son plus jeune fils, Martin. Donc on a un mélange de 4 algues en paillettes. Vous avez donc la laitue, donc l'algue verte, on connaît la paillette, un peu plus foncée. La dulce, tout à fait, donc c'est l'algue rouge que Martin connaît bien, qui plaît beaucoup. La nori, qui est plutôt couleur violette, et le wakame, il est là. Dans ce temps-là, je prépare le jus. C'est bien. Et je mélange aussi du coup. Ouais, on va mixer. Là, c'est très flasque. C'est très... Ah oui, parce qu'il faut que les algues se réhydratent.
Voilà. L'idéal dans les algues, c'est souvent de ne pas les faire chauffer. Comme ça, on garde bien les propriétés gustatives et puis nutritionnelles aussi. Mais pour moi, si c'était pas un tartare, ça ressemblerait à un vomi de chat. Attends. Tu m'en mets un petit peu, hein? Ah ouais. C'est pas mal. C'est mieux, hein? Ah, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Le goût que j'ai, il est un peu décomposé. C'est-à-dire, j'ai le sésame. Après, une fois que c'est terminé le goût, ça enchaîne avec les algues. C'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, on n'a pas masqué le goût des algues. Après, il y a le vinaigre. Et du coup, il y a le reste qui Petite échalote. vient à la fin, oui. Genre, tu préfères sur les chips du pain? Et goûte et donne une note. Sinon, je te donne une tranche de pain. Hein. Non, c'est bon. Merci. C'est celui que t'aimes bien, celui-là. Et l'autre aussi. Moi, 9,5 sur 10. Oh, ben je m'améliore. On est les rois du tartare, pas vrai? Ça peut être une des solutions pour nourrir la planète demain. Vous pensez que vous êtes dans le... Oui, je pense qu'il faut... on va reprendre les circuits courts, on va reprendre connaissance avec le producteur, on va savoir d'où vient le produit. C'est ce qui est en train de se mettre en marche. Hein. C'est vraiment consommer bio et local. Pour moi, c'est l'avenir. Voilà, c'est vraiment... on a l'échange, on recrée du lien en fait avec le paysan, avec le pêcheur, et puis aussi au prix juste. Parce qu'il faut que le consommateur et que le producteur s'y retrouvent. Voilà. Donc oui, j'y crois vraiment. Je pense que petit à petit, c'est vraiment un ingrédient qui va rentrer dans les familles. Ça peut évoluer. Ça va évoluer. On espère. Et ça évolue déjà, en fait. On espère. Bon, bah, je pense que j'ai plus rien à dire. Je suis à sec. T'es à sec? Au revoir, monsieur. Merci. Cette famille aurait complètement sa place sur la planète Marx. Le chef est lui aussi convaincu que la qualité doit passer bien avant le prix. Nous avons une des clés de la solution, qui est de croire en l'économie de la qualité. Et c'est ça qui nous a nui au XXe siècle, c'est de toujours tirer vers le bas, vers le low cost. Un coup bas, si je vous explique l'art de la boxe, un coup bas, c'est un coup de dégueulasse, c'est un coup de salaud. Une baguette à 80 centimes d'euros, vous la payez 3 fois. Vous la payez une fois à la caisse, vous la payez une fois pour vous soigner, et vous la payez une fois avec vos impôts pour nettoyer les intrants chimiques qu'il y a dans la terre. Donc ça, c'est pas normal. Et arrêtez avec cette théorie du low cost qui n'a uniquement nui à l'agriculture, à l'artisanat et même à notre industrie en France. La théorie du low cost est la pire des théories. Madame, monsieur, pour agrémenter votre voyage, par un choix de boissons chaudes et fraîches, ainsi qu'une restauration légère à consommer sur place ou emporter. Une petite faim, Thierry Marx? Non, pas du tout. On voit que dans un train comme celui-ci, on se sent l'obligation d'aller manger des choses qui ne sont pas terribles finalement. Donc, il faut redonner du sens à notre alimentation parce que avant, ce n'était pas un problème. Mais dans quelques années, 9,7 milliards d'individus en 2050, 70 millions de personnes en France, il faut réinventer les modèles. Bonjour. Thierry Marx ne rate jamais ce salon, rendez-vous mondial de l'innovation culinaire. C'est vous qui nous guidez? Parfait. L'occasion de mesurer sa popularité. Pardon. Oh, pardon. Bonjour. Bonjour. Je voulais vous dire, je vous admire. Oh, c'est gentil, merci. Qu'est-ce que vous faites là? Ça va? Très bien, et vous? Vous êtes de Laval? Bonjour. Bonjour. Et en boulangerie? Service? Vas-y, fais la photo. Qui est le photographe? Là, le photographe. Fais la photo, quoi. Vous êtes tout jeune? Vous oui. imaginez qu'on mangera quoi en 2050? Oula, des insectes, la nourriture du futur, beaucoup de choses bio, c'est une autre vision des choses, je pense. See you here.
ça n'est pas gagné. Le sucre est là en majesté. La viande parade. C'est bon le vendredi finalement, il n'y a pas qu'un sac à main. Tu vois ? Le chef doit se frayer un chemin pour trouver le super aliment. Et là, bingo, du pain à la farine de banane verte sans gluten. Ouais, en termes de structure, on a un alvéolage traditionnel, on n'a pas de... Non, c'est bien. Ça a un goût qui a tendance à s'estomper à la cuisson et qui n'est pas un goût de banane, mais un goût un petit peu chaud, un petit peu épicé. Mais qui fait que derrière, il s'utilise vraiment dans toutes les applications, aussi bien sucrées que salées. Parce qu'avant, ça partait en déchetterie, la petite, trop petite, le tri, c'était quoi? Une partie, effectivement, partait en déchetterie. On a utilisé également une partie, nous, en banane séchée. Bravo, hein, c'est génial. Vous seriez prêt à tester? Oui, bien sûr, bien sûr. Pourquoi vous mettriez ça, Thierry? Première chose, je vais tester une panification. Après, il y a toute l'approche pâtisserie. Et puis, il y a toute l'approche liaison de sauce, liaison de jus. Un peu de krill. Ici, du zooplancton. Alors, par contre, c'est pas fait pour être consommé comme ça. Vous pouvez le goûter, mais il faut vraiment le voir en application. Ouais. Alors, le krill, c'est 75% de protéines. C'est 2 fois plus que la viande. Donc, ouais, vous avez un bœuf en équivalent protéines. Voilà, exactement. Dans un pot de 50 grammes. Ça fait un bœuf. Parce qu'aujourd'hui, croire qu'on peut continuer à faire autant de consommation de la protéine animale, c'est une folie. Le stress hydrique, il est là. Continuer à faire des céréales pour du bétail, quand on mange un steak de 120 grammes, on a 5 litres d'eau sur la table, c'est plus concevable. Donc, ce qui est intéressant dans ces démarches, c'est la créativité par la contrainte, l'innovation par la contrainte. Merci infiniment. À demain, je repasse demain. Vas-y, tiens, regarde. Merci beaucoup. Bonne Merci. journée. Allez, on y va. Ça va? Le cuisinier n'est pas la seule star de cette grand-messe de l'alimentation. Ce jour-là, un autre homme suscite la curiosité. Dickson Despommiers, un Américain visionnaire. Professeur, vous êtes l'inventeur des fermes verticales, qui pourraient ou qui pourront être une solution pour nourrir le monde au XXIe siècle. Nous avons d'énormes difficultés à nourrir toute la population qui a rejoint les villes pour trouver du travail. Alors pour résoudre ce problème dantesque, nous avons réfléchi. Comment produire des aliments au cœur des villes. En 2050, 80% de la population vivra en ville. Dickson Despommiers a pris conscience de l'urgence chez lui à New York. Le scientifique, aujourd'hui à la retraite, a inventé il y a 20 ans le concept de ferme verticale. En pleine ville, un immeuble où fruits et légumes pousseraient à tous les étages. Une utopie. Aujourd'hui, la ferme verticale est une réalité, notamment aux États-Unis. Et c'est ici, au pied d'un des aéroports de New York, qu'a poussé la plus grande ferme urbaine au monde. Dickson Despommiers s'y rend pour la première fois. Il connaît les patrons, issus comme lui de la prestigieuse université de Columbia. Mark Oshima a fait carrière dans le marketing du jouet et des cosmétiques, avant de faire pousser des salades. Sans vouloir être trop paternaliste, je suis vraiment fier de vous. Cette ferme a banni les pesticides. Il faut couvrir la moustache aussi. Un insecte, une bactérie, mettrait toutes les cultures en danger. C'est pour la sécurité alimentaire. On essaye de minimiser les risques. 100% d'accord.
Vous êtes prêts à rentrer dans la ferme? C'est excitant. Oh my God. Oh mon Dieu. Oh my. Ici, c'est comme une immense pergola. Et l'odeur est fabuleuse. Oui, c'est incroyable de voir cette verdure. Je peux même sentir l'oxygène. 6500 mètres carrés, 12 étages, des kilomètres de lumière artificielle et des capteurs partout pour veiller sur les salades 24 heures sur 24. Ici, les épinards et les choux frisés sont récoltés jusqu'à 30 fois dans l'année. Le rendement de la ferme est 400 fois supérieur à celui d'un champ. Les salades poussent sans terre, sans soleil, en aéroponie. Cela veut dire que l'on asperge les racines, elles ne baignent pas dans l'eau, et par rapport à la culture dans un champ, nous utilisons 95% d'eau en moins. Au départ, les graines de salade sont semées sur un tissu fabriqué à partir de bouteilles plastiques recyclées. On dirait une vue aérienne de la savane africaine. Les jeunes plants sont ensuite aspergés d'eau et de nutriments, comme le calcium. On est capable de faire pousser ces salades en 12 à 14 jours, contre 45 jours dans un champ. C'est 3 fois plus court. Et ça change la donne. On cultive en fonction de la demande. Ici, un beau cresson, de la roquette, de la laitue, et on les mélange pour que ce soit beaucoup plus attractif. J'en ai le tournis. C'est un rêve qui se réalise. C'est ça. Moi, j'en ai beaucoup parlé, et lui, il l'a fait. En jouant aussi avec ces LED rouges et bleus, les ingénieurs peuvent obtenir une roquette plus poivrée ou changer la couleur de la laitue. Ça fait longtemps. Comment ça va? Bien, et toi? David Rosenberg, le directeur général, vient du monde des startups. Sa priorité, c'est maintenant de vendre cette technologie dans le monde entier. C'est fabuleux, vraiment. C'est ça le futur. Tu me demandais ce qu'était le futur? On y est. Le futur a coûté plus de 50 millions d'euros. Il consomme beaucoup d'énergie, 10 fois plus qu'une serre. Et cette ferme ne fera jamais pousser des céréales comme le blé ou le maïs. Leur croissance est trop longue, leur prix de vente trop bas, pas rentable. S'il y a une énorme catastrophe écologique, les fermes verticales ne suffiront pas à nourrir la planète. Et je ne le souhaite pas d'ailleurs. Mais elles pourront alimenter 60 à 80% de la population des villes. Surtout qu'il y a des endroits du monde où les sols et l'eau sont déjà gravement contaminés. Ici, dans notre ferme verticale, notre air est filtré et notre eau aussi. Nous pouvons donc assurer une certaine sécurité alimentaire. Cette usine produit 1000 tonnes de salade par an. Alors il y en a forcément dans les assiettes de toute l'équipe au déjeuner. Dixon va enfin pouvoir goûter. You were at Sunny Purdue. That's a different Purdue. Je n'ai jamais goûté une salade aussi fraîche de ma vie. Parce que je sais que ça vient du bâtiment d'à côté, récolté il y a 2 heures. C'est plein de saveurs, comme quand tu goûtes du vin. La note de fin est intéressante. Ça sent bon. En vrai, je ne peux rien dire de mal. Je suis à côté du patron.
On adore nos salades. Oui, elles sont délicieuses. On en mange matin, midi et soir. Et puis on en est fiers tous les deux. De la ferme au supermarché, il n'y a qu'un pas, mais encore du chemin à faire pour les consommateurs. Moi, je préfère quand elles poussent dans la terre. Moi, je suis née à la campagne, à Porto Rico, où je voyais les paysans cultiver leurs propres légumes, comme ma grand-mère. Je suis habituée à ça. Cette salade à 3,50 € est aussi la plus chère de l'étal. J'ai vu qu'elles étaient cultivées ici. Et je pense qu'il faut encourager les cultivateurs locaux. Mais vous savez d'où ça vient exactement? Oui, j'ai entendu parler de ces fermes verticales. Bon, je crois que je préfère les fermes traditionnelles, avec de la terre, parce que c'est ce que je connais. Mais je ne suis pas contre le changement. Et puis si c'est sans pesticides, et si c'est durable, je vais essayer. Let me tell you, buddy, there's a faster gun coming over yonder when tomorrow comes. Ne plus abîmer la nature, c'est toute la philosophie de Dixon, le père des fermes verticales. Cette conviction remonte à son enfance, à la Nouvelle-Orléans, dans une famille de pêcheurs de crevettes. Mon passe-temps, c'est la pêche à la truite. Les truites vivent dans de très beaux coins. Les montagnes, les rivières, où la nature est intacte. Et j'ai grandi dans ces endroits où les truites étaient heureuses. Mais plus j'ai vieilli, plus il a fallu que j'aille loin pour trouver mes truites. Avec ses fermes urbaines, Dixon prêche pour l'hyperlocal, à l'inverse de tous ces aliments qui traversent son pays et atterrissent dans son assiette. Ne dérange pas le chef. Pas besoin de laver la salade. Et elle vient d'où d'ailleurs? Alors d'où vient-elle? Bonne question. C'est cultivé avec fierté par des paysans américains. C'est ce qui est écrit. La laitue romaine est cultivée en Californie ou en Arizona. Et c'est local, ça? Bien sûr que non. C'est à 5000 km. Alors que si tu fais pousser ça dans une ferme verticale, il y en aura où tu veux, quand tu veux. Comment tu aimes les tomates, en tranche ou en quartier? En quartier. En quartier, ok. Est-ce que je peux te dire d'où elles viennent? Du Mexique, le pays préféré de Donald Trump. Et s'il construit un mur, les légumes vont sauter par-dessus? Ces champignons sont d'Avondale, en Pennsylvanie. Ça, c'est du local. Ici, les gens n'ont pas les moyens de manger des produits frais. Du coup, ils achètent des aliments transformés. Pour moi, c'est de la junk food. Tu l'appelles comme tu veux, fast food, plat préparé, c'est de ça qu'on se plaint. Et c'est pour ça qu'il y a autant d'obèses. Allez, on fait les crevettes, sinon on va jamais manger. Et vous allez manger quand? Juste après. Comment est-ce que vous imaginez votre dîner en 2050? En 2050? Même. Avec des pilules? Même. La même chose. Bon, maintenant, vous devez manger et poser votre caméra, ça suffit pour aujourd'hui.
Profitez du repas, s'il vous plaît. Please. Bon appétit. Bon, il y a un petit peu d'amertume, comme d'autres salades. Elle a bon goût. La tige est bien tonique, on voit les nervures. Je vais la goûter. Ça a une saveur, il y a un goût qui, je trouve, est un petit peu de terre, mais il y en a un autre qui est plus de carottes râpées pour moi. Le goût est léger, légèrement parfumé, j'ai pas vraiment d'équivalence en goût. Et c'est très bon en fait, j'aime bien. C'est la meilleure salade que j'ai jamais mangée. On est presque sur la saveur de l'huître sans en avoir la texture. Très aromatique, très bon. Bah là, pour le coup, moi, je suis en Bretagne parce que breton d'origine et je me revois en train de jouer avec les algues avec ma sœur, par exemple. Ça, c'est vraiment anecdotique.